Merci tout d'abord aux Amphis pour leur invitation et je suis ravie de revenir pour vous parler. Alors moi je vais aborder évidemment un sujet un petit peu inévitable qui est le fait que les États-Unis sont gouvernés à l'extrême droite et que c'est pour chacun d'entre nous qui sommes soucieux de la question de l'extrême droite à la fois un modèle, une source d'inspiration et un sujet d'étude et d'exploration qui peut-être est intéressant pour comprendre les horizons des différentes extrêmes droites qui toutes regardent vers les États-Unis de Donald Trump comme l'accomplissement, la réalisation du grand fantasme de pouvoir et de puissance par les idées et le personnel de l'extrême droite. Peut-être parce qu'il y a énormément de choses à dire sur les États-Unis, je vais me concentrer par quelques réflexions sur ce qui s'est passé juste ces quelques derniers mois, peut-être même que cet été. Vous étiez en vacances ou pas, mais on est bombardé beaucoup de ces informations-là, donc je vais me concentrer sur quelques petites choses qui nous disent ce que fait l'extrême droite lorsqu'elle est à la tête de la première puissance économique du monde et qu'elle se comporte comme l'extrême droite entend se comporter. La première chose dont on a beaucoup entendu parler, c'est la question de la guerre commerciale. C'est-à-dire le fait que, à rebours de ce qui s'était passé jusqu'à présent, un homme seul, contre la doxa économique de son propre pays, décide d'augmenter arbitrairement les droits de douane et de déclencher une guerre, un peu métaphorique, mais une guerre néanmoins dans le champ du capital, avec un certain nombre de pays prétendant que son pays est malmené, le perdant, exploité dans une relation asymétrique. Et donc, il décide que l'Europe paiera 15% de droits de douane, 30% sur les véhicules, que le Canada paiera 30% de plus, puis 20%, puis encore 30%. Que de vieux alliés, non seulement comme le Canada, mais comme l'Inde. L'Inde de Modi étant un grand allié de l'extrême droite américaine, paiera 50% de droits de douane en plus, ce qui est évidemment pour un pays dans lequel la paysannerie joue un rôle essentiel, Charlotte en parlera, une situation tragique pour l'Inde. Il décide bien sûr qu'entre 70 et 80% de droits de douane sont imposés à la Chine, parce que la Chine est la grande némésis, le grand ennemi. Et ce qui est intéressant dans l'ensemble de ces mesures, c'est le caractère à la fois extraordinairement arbitraire et unilatéral. Le fait que, malgré ce caractère unilatéral, le monde semble en prendre son parti. Les Européens se pressent à Canossa pour, dans une supplication un peu surprenante, demander que le grand homme veuille nous épargner. Et peut-être, et je lisais ce matin dans Le Monde, que Angela von der Leyen se dit parler au nom de toute l'Europe en parlant d'un grand soulagement. C'est-à-dire, nous sommes très soulagés que le grand homme n'impose que 15% à l'Europe sans aucune justification. L'autre remarque que l'on peut se faire, c'est que incontestablement, Donald Trump, qui a plus d'un tour dans son sac, a cette capacité unique à saboter les outils même de l'hégémonie sur laquelle les États-Unis se sont construits. C'est-à-dire que le libre-échange, la domination du dollar, les accords internationaux, les institutions comme l'OMC, après le GATT, tout cela a été façonné par les États-Unis en vue d'assurer la domination des États-Unis, à la fois sur les échanges internationaux, mais sur la négociation politique. Et donc, tout l'ensemble de l'appareil hégémonique américain est en train d'être saboté par celui-même qui est quand même à la tête des États-Unis, qui ont façonné ces mêmes institutions. Cette étonnante prise de position de l'extrême droite au pouvoir aux États-Unis, consistant à prendre acte en réalité d'une ancienne hégémonie qui était agonisante depuis des années pour entrer dans quelque chose de nouveau, me semble être intéressante parce que Donald Trump nous fait explicitement entrer dans un âge du post-néolibéralisme. On comprend aujourd'hui que le néolibéralisme était un extraordinaire consentement, qu'il fonctionnait par le fait que par la démocratie, par les institutions, par les règlements, par toute cette espèce d'appareil international qui assurait que l'ensemble des pays de l'Europe au Japon, du Japon au Brésil, le néolibéralisme apparaissait comme la meilleure méthode possible. Trump décide, de même que le néolibéralisme était un post-fordisme,
Trump décide d'entrer dans le post-néolibéralisme, c'est-à-dire de se débarrasser de cette dimension de consentement qui était essentielle. Personne ne consent à ce qu'est en train de faire Trump, ni ses négociations avec Poutine, ni les négociations internationales. Il est en dehors du consentement. Il est dans ce que un chercheur indien marxiste, c'est un hommage à nouveau à Charlotte, qui s'appelle Rajanit Guha, appelait la domination sans consentement, pour parler de l'Inde coloniale. C'est-à-dire que l'ensemble de la politique de l'extrême droite au pouvoir aujourd'hui, elle ne consiste pas du tout à construire du consentement. Qu'a fait ces derniers mois Donald Trump au pouvoir? Il a envoyé l'armée en Californie. Il vient d'envoyer l'armée à Washington. Il gouverne par décret. Il ne fait passer aucune de ces mesures, à commencer pas par les droits de douane, par le Congrès. Il démet les juges. Il intimide. Il menace. Il licencie. Il est entré dans une politique de chantage explicite avec les grandes universités, dont mon ancienne alma mater, en expliquant que, pour des raisons supposées d'antisémitisme qui n'ont jamais existé, soit les universités payent, soit elles se voient retirer leur budget et leur accréditation. Sa corruption est telle qu'on sait aujourd'hui que des dizaines d'agences de cabinets d'avocats qui, par le passé, ont poursuivi ou les Trumpistes du 6 janvier ou des anciens amis de Donald Trump sont menacés explicitement d'avoir des poursuites s'ils refusent, ce qu'ils ont accepté de le faire, de donner des conseils légaux gratuits à Donald Trump. Ils travaillent aujourd'hui gratuitement pour Donald Trump. Ce qui est extraordinaire dans cette domination sans consentement, c'est qu'il n'y a aucune tentative pour masquer le gangstérisme à grande échelle, la corruption généralisée et le refus absolu de donner à la population, et en particulier aux 49% d'Américains qui ont voté pour lui, quelque chose qui pourrait fabriquer du consentement, de l'allégeance. Certes, il y a les jeux du cirque. Les jeux du cirque, c'est le spectacle de la déportation par milliers d'hispaniques, d'immigrés, de basanés, enlevés dans la rue par des hommes masqués, déportés à l'étranger, sans procès, sans que l'état de droit n'intervienne, dans une espèce de goulag global, avec qui des prisons au Salvador, qui des prisons à Guantanamo, désormais en Afrique, à Djibouti, ce matin un nouveau contrat pour envoyer donc des malheureux américains qui, certains d'ailleurs étant citoyens, se trouvent déportés sans possibilité de revenir. Il y a néanmoins, je n'en disconviens pas, et j'ai écrit sur le sujet, une faction, une clique fanatique autour de Donald Trump, qui dans sa version parodique se trouve sur les réseaux sociaux, dans la manosphère, la fachosphère. Il y a un écosystème intellectuel très lié au monde des entreprises, de l'intégrisme religieux. Tout ça existe parfaitement. Mais ce qui fait véritablement la force d'une hégémonie pour l'extrême droite, c'est de donner suffisamment à une population importante de la population de quoi avoir des conditions matérielles, y compris de façon illusoire, améliorées, et un appareil idéologique qui fabrique en permanence du consentement. Or, l'une des raisons essentielles de la réélection de Donald Trump est la situation économique extrêmement dégradée et le fait que le discours contre l'immigration est venu comme une espèce de planche de salut, avec cette idée très simple que s'il y avait moins d'immigrés, il y aurait plus d'emplois. Les politiques douanières avec lesquelles j'ai commencé vont vraisemblablement augmenter les prix, donc le pouvoir d'achat des Américains ne va pas s'améliorer. La crise économique qui est imminente, peut-être pas une récession parfaitement nette, mais certainement des difficultés économiques, parce que la confiance dans le dollar, la confiance dans les institutions américaines, les gens ne veulent plus investir. Oui, bien sûr, il existe toujours quelques vautours qui vont chercher à attraper très vite ce qui peut encore être vendu du commun, de l'argent public, du service public qui est saccagé. Mais je suis très étonnée de voir la violence avec laquelle cette politique d'extrême droite s'applique aux Américains eux-mêmes.
que ce que Doge a fait, vous savez, cette espèce d'agence de mercenaires destinée à sacrifier l'État social, elle a touché beaucoup d'États du Sud républicains qui sont pauvres, où les gens ont besoin de leur assurance sociale, où les gens veulent un minimum de droits du travail. Pour l'instant, l'industrialisation est complètement freinée. Et donc, il y a quelque chose comme un refus explicite de fabriquer du consentement et le fait de ne pas vouloir cacher la corruption généralisée. Forbes a révélé la semaine dernière que Trump avait doublé sa fortune personnelle en l'espace de 8 mois, en particulier sur les cryptos. Il a 10 millions, il a 10 millions de dollars sur son compte en banque, dont 7 qui viennent de la crypto, si bien que des gens très sérieux commencent à se dire, eh bien peut-être sa volonté de renvoyer le président de la Banque centrale américaine, le chair Jerome Powell, le fait qu'il veuille absolument faire dévaluer le dollar dans une espèce de manipulation, peut-être qu'en réalité, la seule réalité, c'est qu'il veut que la crypto remplace le dollar et qu'il est lui-même propriétaire de crypto et que c'est peut-être juste sa fortune personnelle qui est l'indicateur qu'il a. Et il ne le cache pas. Et donc, il me semble important, en particulier pour les forces de gauche, une fois que la fumée est tombée, vous savez, il y a ce film de Walt Disney où il y a une espèce de tout petit dragon qui se met devant une ombre et qui apparaît comme une espèce, je ne sais pas si c'est Mulan, et donc qui apparaît derrière l'ombre comme une espèce de très grand dragon, très très dangereux. Et en fait, c'est un tout petit lézard. Et ce que l'on voit peut-être dans cette politique de la domination sans l'hégémonie, c'est qu'en réalité, le soutien populaire pour l'extrême droite, dont on nous dit qu'il est évident et qu'il est général, je ne sais pas s'il a jamais existé, mais ce qui est certain, c'est qu'il peut se déliter à tout moment. Parce que l'extrême droite au pouvoir, elle ne fabrique pas ce consentement qui est indispensable. À un moment, les Américains en auront assez de voir les immigrés malmenés. À un moment, le discours sur l'antisémitisme à Harvard et sur les démocrates qui sont d'infâmes organisateurs de complots internationaux, ça ne suffira plus. Et donc, ce qui me semble important, c'est de méditer dans ce contexte-là ce que fait la gauche. Or, la gauche américaine, pour l'instant, elle n'est pas tout à fait une source d'inspiration parce qu'elle est toujours persuadée qu'il y a une hégémonie de l'extrême droite. Et donc, ce que l'on voit aujourd'hui de la part de la gauche américaine, c'est une série d'écueils qui, me semble-t-il, sont nécessaires à méditer pour ne pas les reproduire. La première chose que fait la gauche américaine, au-delà du fait qu'elle est complètement pétrifiée, en tout cas pour sa représentation parlementaire, c'est dans le champ intellectuel de dire, eh bien après tout, on fait la même chose. Il y a un éditorialiste du New York Times qui s'appelle Ezra Klein, qui est considéré comme une des jeunes têtes pensantes de la gauche démocrate depuis une dizaine d'années, très branchée sur les questions d'économie, qui a sorti un livre au début de l'été, qui a été en tête des listes du New York Times, des best-sellers pendant très longtemps, et qui avance l'idée de l'abondance. Le concept de la gauche américaine, dit-il, doit être celui d'abondance. Il nous faut une nouvelle croissance. Il faut qu'on redevienne un pays qui fabrique, qui construit. Et le problème, c'est que nous avons trop de régulations, en particulier sur la question du logement. Et il faut débloquer, libéraliser. Il faut avoir un petit peu, si vous voulez, ce que disaient les nouveaux démocrates dans les années 90, une croissance de gauche. Il faut que nous soyons des fabricants, des constructeurs. Il faut que nous mettions à notre profit la tech. Il a des pages littéralement lunaires où il parle du fait que l'Américain, le matin, se lève et un petit drone lui apporte devant sa maison ses médicaments qu'il aura commandés et donc il sera bien soigné parce qu'un drone lui apporte ce que l'Amérique pourra fabriquer elle-même. L'idée on appelle ça producerism en anglais, l'idée qu'il faut être dans une logique de la production, qui est une autre maladie de la croissance que la gauche prend à son profit. Un autre écueil de la gauche américaine, dans la série On fait pareil, c'est par exemple ce que fait actuellement le gouverneur de Californie qui s'appelle Gavin Newsom, qui dit bien les républicains sont en train de traficoter les cartes électorales dans le Sud. Ils redessinent les circonscriptions à leur avantage en divisant les communautés noires et hispaniques pour faire en sorte que les républicains gagnent toujours. On va faire pareil. Et donc, il fait la même chose en Californie. Il vient de faire adopter un plan de redécoupage électoral qui favorise les démocrates. Là aussi, pas une bonne idée. Un autre écueil, c'est dans la série caricaturale de considérer que tout ce qui vient de la gauche,
est un danger. Et on a vu à la faveur de la victoire aux primaires démocrates de New York, d'un jeune garçon qui s'appelle Zoran Mamdani, proche de Bernie Sanders, une avalanche évidemment de paranoïa de la part de la droite, parce qu'il s'appelle Zoran Mamdani, qu'il est favorable à qu'il est en solidarité avec la Palestine, qu'il est favorable au gel des loyers et à des mesures, disons, de social-démocratie un petit peu substantielles. Mais ce qui a été très frappant, c'est de voir à quel point l'establishment démocrate lui est immédiatement tombé dessus à bras raccourcis en expliquant que voilà, c'était la nouvelle incarnation du communisme aux États-Unis, que bien sûr il était antisémite, cela va de soi, que ce qu'il disait était parfaitement illusoire, qu'il ne gagnerait jamais, que les New-Yorkais ne voulaient pas de ça, les démocrates eux-mêmes. Alors que voilà. Et je finis, ça tombe très bien, il me reste 1 minute, avec un dernier écueil de la gauche. De façon générale, je déteste les gens qui critiquent la gauche. Les gens de gauche qui critiquent la gauche, pardon. Je trouve que ça en perd beaucoup d'énergie et je vais peut-être m'exonérer d'une certaine façon parce que cette dernière critique de la gauche, je me l'applique à moi-même. J'ai écrit un livre qui s'appelle Capital et race. Et la question de la critique du capitalisme, en première chose, c'est-à-dire en premier lieu, on critique le capitalisme, peut poser problème. Et je constate qu'aux États-Unis, il y a tout un champ de réflexion de la gauche qui tente à dire, écoutez, Trump et l'extrême droite, selon Trump, on s'en fiche. Le problème n'est pas Trump. Le problème, c'est la maladie néolibérale, la façon dont le capitalisme et la crise de la démocratie représentative, la confiscation par les intérêts d'argent ont fait des États-Unis ce qu'ils sont aujourd'hui. Et vous avez des gens, vous avez peut-être entendu Slavoj Žižek, mais il y a aussi un marxiste américain qui s'appelle Chris Cutrone, ou il y a des versions plus libérales de ça, de gens qui disent c'est pas la peine de dire que Trump est fasciste, de pousser des grands cris. Obama aussi, il a déporté des immigrés par millions. Bush a fait des guerres impériales de la même façon. Il y a eu d'autres autoritarismes avant lui. Après tout, qui veut revenir à l'Amérique d'avant Trump? Elle n'était pas tellement glorieuse. Il y avait déjà beaucoup d'exploitation, et d'une certaine façon, en cherchant à inscrire Trump dans une logique de domination de long terme, Trump finalement n'est qu'un symptôme. Et j'avoue que mon prochain livre portera sur l'extrême droite aux États-Unis et j'essaye d'apporter une analyse structurelle marxiste de long terme, mais je me pose cette question, est-ce que finalement on ne court pas le risque en faisant de Trump juste, Trump étant la métonymie de l'extrême droite et de ce champ politique qui exerce la domination sur le consensus aujourd'hui, est-ce que finalement on passe pas à côté de est-ce qu'on ne passe pas à côté de quelque chose, et est-ce que ceux qui choisissent de parler de fascisme, par exemple, c'est-à-dire de rupture radicale avec ce qui a précédé, n'ont pas aussi un argument que l'on peut entendre sur cette spécificité du régime au pouvoir aujourd'hui. Voilà. Je répondrai aux questions si je n'étais pas assez claire sur la fin, surtout si le micro n'était pas très efficace. Mais voilà, je vous remercie, je m'arrête là. Merci beaucoup pour cette intervention. Comme tu l'as dit, il y aura des questions à la fin, donc n'hésitez pas à noter des petites choses pour poser toutes vos questions. Donc, comme vous le savez, le fascisme est né notamment au siècle précédent dans des grandes puissances impérialistes, notamment dans des grandes puissances coloniales qui justement perdaient en hégémonie coloniale, etc. On a un peu des choses similaires. Évidemment, je suis pas en train de faire un parallèle strict, historique avec ce qui se passe aux États-Unis, mais quand même, évidemment, il y a des correspondances aussi. Les États-Unis étant la première puissance mondiale, qui est en déclin, qui se fait rattraper par de nouvelles puissances, etc. C'est pas un hasard si l'extrême droite réapparaît en cette période de crise économique à échelle internationale et notamment en particulier aux États-Unis. Mais on va observer ici, notamment avec Charlotte Thomas, qu'il y a d'autres puissances, notamment émergentes, qui vivent sous égide de l'extrême droite depuis maintenant plusieurs années, notamment en Inde. Donc Charlotte Thomas, alors je reprends mes petites fiches pour ne pas me tromper, qui est chercheuse indépendante à l'IRIS, spécialiste de l'Inde, donc, autrice de Pogrom et Ghetto, des musulmans dans l'Inde contemporaine, c'est bien ça. Et donc on va observer tout ce qui se passe en Inde et les différents liens qu'on peut faire avec ce qui se passe ailleurs dans le monde. Alors, merci, j'espère que je vais réussir à gérer le micro, n'hésitez pas à me le dire gentiment. Merci pour ça. Bonjour à toutes et tous. Du coup, aussi en premier lieu, merci beaucoup aux camarades qui rendent tout ça possible chaque année aux amphis.
Et puis je suis très heureuse de poursuivre une discussion qu'on a entamée effectivement l'année dernière avec Sylvie notamment, qui était plus effectivement des cas d'études en fait, bon, du cas indien, etc. et du cas états-unien. Et là, moi, je vais plus essayer de vous proposer un peu les convergences, en fait, les convergences et les transferts, pardon, en essayant aussi de gérer le vent, les convergences et les transferts des pratiques et des idées dans les extrêmes droites. Et pour commencer, justement, un petit point notionnel, parce que moi, je parle de convergence et de transfert et pas du tout d'international, justement, pour rentrer un peu dans le vif du débat. Pourquoi je refuse la notion d'international pour parler de ce qui se passe à l'extrême droite? Alors la première chose un peu facile, c'est que les gens d'extrême droite eux-mêmes le revendiquent. C'est-à-dire que Javier Milei, quand il a été élu, a revendiqué de faire partie d'une internationale réactionnaire. Et puis on a un peu l'habitude de l'extrême droite qui nous pique un peu nos notions, hein, parce qu'on pense à l'anarcho-capitalisme comme une aberration. Et puis à Marion Maréchal Le Pen, par exemple, qui parle d'hégémonie culturelle. Et justement, qui fait d'ailleurs se retourner Gramsci dans cette ombre. Bref. Mais justement, pour cette optique d'hégémonie culturelle, je pense qu'il ne faut vraiment pas céder sur les notions et pas leur laisser la notion d'international. Aussi parce que sur le fond... Ah, merci, c'est gentil. Merci. Sur la notion d'international, au sein de la gauche, c'est précisément un projet politique qui a vocation à la lutte des classes à l'international. Enfin, vous connaissez tout ça, donc voilà. Alors qu'à l'inverse, quand l'extrême droite emploie la notion d'international, c'est précisément dans le cadre d'un projet nationaliste qui permet de racialiser les rapports de force pour justement obérer toute convergence des prolétaires, entre guillemets. Donc moi, je parle encore une fois de convergence, transfert, circulation. Avant aussi de rentrer vraiment dans ce concret, je passe rapidement, mais si je considère que l'Inde est aujourd'hui un régime fasciste et que j'emploie la définition d'Hugo Paglietta, que je pourrais vous rappeler si vous la voulez dans les questions, et qu'en Inde, en fait, ce fascisme indien, il s'incarne par l'hindouisme politique. Alors, un petit point notionnel, mais les hindouistes, ce sont les partisans de l'hindouisme politique, alors que les hindous, c'est juste pour la religion, c'est important. Et au cœur de cet hindouisme politique, il y a une notion qui s'appelle l'hindutva, l'hindouité, et qui en gros et en très rapide promeut une Inde strictement réservée aux hindous et qui fait des minorités ethno-religieuses des citoyens de seconde zone avec une humanité dégradée. C'est vraiment important d'avoir cette idée donc d'humanité dégradée. Retenez aussi à ce stade que c'est une idéologie d'Inde du Nord de haute caste. Vous verrez, j'y reviendrai. Dans la pratique, comment ce fascisme indien s'incarne? Selon moi, pour aller vite, il y a trois composantes qu'on retrouve dans la notion théorique que propose Hugo. Il y a d'abord l'embrigadement de masse par une organisation massive. Ça, je crois que c'est très important de l'avoir en tête parce que ce n'est pas le cas dans tous les pays d'extrême droite, ce qui les distingue selon moi du fascisme. Donc un embrigadement de masse par une organisation qui s'appelle le RSS, j'y reviendrai. La deuxième chose, c'est la purification ethno-raciale qui s'exerce contre les musulmans et les chrétiens, qui est un rejet idéologique mais également économique. Je n'ai pas le temps là d'y revenir, mais il y a une vraie racialisation de l'économie indienne. Et puis le troisième point, un peu rapidement, mais c'est la répression systématique de toute forme d'opposition, quelle qu'elle soit. Et c'est à cet égard que, déjà, j'emploie le terme de fascisme, pas par provocation, mais par esprit analytique. Et puis que je considère aussi, ce que je ne vous aurais pas dit il y a 2 ans, mais que l'Inde n'est plus aujourd'hui dans un moment fasciste, elle est vraiment dans un état fasciste, avec toute une transformation de l'état. Je galère un petit peu avec mes petits papiers, voilà. Merci beaucoup Jean-Christophe. Avec une transformation totale de l'état. Merci, c'est un danger. Et ça, voilà, je pense qu'en Inde, dans le monde, je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup d'États fascistes au sens premier du terme. Je ne suis pas sûre que les États-Unis collent exactement à cette définition, par exemple, au regard de l'embrigadement de masse. Et effectivement, Israël, quand bien même je ne suis pas spécialiste de la question, mais on peut faire un parallèle avec Israël où l'armée remplace cette organisation de masse. J'en viens, maintenant que j'ai posé un peu tout ça, à la première chose, c'est les transferts idéologiques. Donc, je vais commencer un peu sur les transferts du colonialisme vers l'hindutva, l'hindouité. Pourquoi je parle du colonialisme? C'est que ce n'est pas un pas de côté par rapport à l'extrême droite et au fascisme, mais dans un bouquin qui a été traduit récemment, en 2024, d'Alberto Toscano, Fascisme tardif, explique bien aussi les racines raciales et racistes de l'extrême droite, notamment dans le colonialisme. Donc, l'hindutva, l'hindouité, comme je vous le disais, c'est une notion qui a été codifiée au début du XXe dans le contexte des mouvements décoloniaux et de la chute du califat ottoman. Et comme je le disais,
ça repose sur l'impossibilité qui est vécue comme ontologique de cohabitation entre les hindous d'une part et les musulmans et les chrétiens d'autre part, et l'impératif absolu de devoir séparer ces groupes. Or, en fait, cette idéologie, l'Hindutva, elle reprend exactement les attendus du colonialisme britannique, puisqu'en fait, c'est le fait colonial, lorsqu'il surgit en Inde, qui, pour gouverner la société indienne, met en œuvre ce qu'on appelle le divide and rule, diviser pour mieux régner, et qui a donc en fait permis à aux colons britanniques d'intégrer dans la tête des Indiens qu'ils étaient ou des hindous ou des musulmans. Parce qu'avant, il y avait des affrontements entre hindous et musulmans, mais qui étaient codifiés plus sur un registre économique, pas du tout sur une logique raciale. Et en 1909, introduction d'électorats séparés pour les musulmans, donc vraiment, on aboutira d'ailleurs ensuite à la création du Pakistan, mais séparation dans cette société. Et d'ailleurs, cet hindouisme politique qui reprend les cadres de la modernité coloniale et des cadres britanniques, elle est décriée par certains théoriciens indiens qui considèrent qu'il s'agit d'un hindou orientalisme, reprenant donc la notion d'orientalisme de l'Occident qui a été dévoilée par Edward Said dans les années 70. Donc, ça, c'est vraiment un premier point sur le point idéologique. Ensuite, à rebours, on verra que par la suite, le nazisme lui-même va reprendre à l'hindouité. Alors, le cas le plus facile, le plus connu ici, c'est la svastika. Donc, la svastika, c'est le symbole de l'harmonie religieuse qui délivre les hommes du cycle de renaissance et de réincarnation, et qui est repris par le nazisme en inversant le sens de cette croix, qui deviendra donc la croix gammée. Mais en fait, cette svastika, dans le bon sens, c'était déjà l'emblème d'une organisation qui existe toujours, hindouiste et donc raciste, la Hindu Mahasabha, qui a été fondée en 1915 et qui avait cet emblème. Donc là, le nazisme le reprend. Le deuxième point du nazisme, c'est que le nazisme reprend la notion d'arien, qui serait donc ce peuple originel, pur, accessoirement blond aux yeux bleus, et qui serait donc le peuple élu. Alors, c'est une notion qui nous vient aussi de l'Inde, parce qu'il est vrai que factuellement, l'Inde géographiquement est divisée entre deux groupes ethnolinguistiques, les Aryens au nord et les Dravidiens au sud. Donc, on a un emprunt. Mais aujourd'hui, il faut savoir que les hindouistes, et là je reviens sur le fait que l'hindouisme politique est une notion d'Inde du Nord de haute caste, les hindouistes, en fait, racialisent aussi les peuples dravidiens, qui sont des peuples du Sud et qui sont considérés comme plus noirs et plus dégradés dans la hiérarchie pure, et le corps social qu'ils prétendent incarner. Donc vous voyez là aussi transfert entre du nazisme à l'hindouisme politique et vice-versa. Une fois qu'on a posé un peu ces notions idéologiques, dans la pratique aussi. Alors, dans la pratique, le premier cas que je vais traiter, c'est le rapport à la violence, qui est évidemment consubstantiel à l'extrême droite et au fascisme. Et là, c'est plus le Sud-Indien qui a emprunté dans un premier temps au Nord européen. Narendra Modi, donc l'actuel Premier ministre, a été formé dans une structure qui s'appelle le Rashtriya Swayamsevak Sangh, RSS, l'association des volontaires nationaux. Cette organisation, elle est violente et elle a pour but de former à la défense armée de la patrie via le maniement des armes. Et les membres portent un uniforme brun, un short brun, salut au drapeau, et puis c'est maniement des armes, comme je disais, pour défendre la patrie. Ça, c'est quand même, par parenthèse, la plus grande association au monde, avec 5 millions de membres de base. Donc après, il y a les autres membres. Donc là aussi, quand on parle des frères musulmans et tout, moi, ça me fait toujours un peu rire, parce que les hindouistes sont vraiment bien présents. Et donc, ce RSS, il est fondé en 1925, exactement sur le modèle des phalanges fascistes, dont j'ai expliqué qu'ils reprenaient beaucoup de codes, donc le short brun, le salut du bras, la violence, et la violence mise au service de la défense de la patrie. Et puis, de la même façon, un des idéologues les plus connus de l'hindouisme politique, c'est un monsieur qui s'appelle Govalkar, qui est mort dans les années 70, et qui, jusqu'à sa mort, appelait dans ses écrits à faire, et là, je le cite, parce qu'il le dit en ces termes, donc à faire aux Indiens de confession musulmane ce que Hitler a fait aux Juifs. En ces termes. Et donc, je fais quand même un petit insert où aujourd'hui, on voit que Modi et Netanyahou sont très proches. Sur le plan politique, c'est quand même un petit peu surprenant, eu égard à la formation dont vient Modi.
Donc ça, c'est pour la violence. Et puis, pour la période contemporaine, où là, je vais me focaliser vraiment plus, enfin, la période, les innovations plus exactement contemporaines, sur les termes de la communication. Et là, sur la communication, c'est beaucoup plus les Nords occidentaux, notamment états-uniens et français d'extrême droite, qui ont emprunté au sud indien. Alors, la communication, qu'elle soit sur les réseaux, très notamment numérique et sur les réseaux sociaux, de l'extrême droite, elle a quel but? Hégémoniser la pensée fasciste d'une part, et d'autre part, minoriser, criminaliser les pensées d'opposition. Et là, en fait, en 2016, la première campagne de Trump, tout le monde s'est esbaudi sur cette campagne, cette personnification et tout. Et moi, c'est vrai que ça me faisait un peu marrer, parce qu'en fait, au Gujarat, donc l'État dont est originaire Narendra Modi, moi, j'observais ça depuis 2007. La première campagne massive avec, d'une part, une personnification du leader, c'est-à-dire, quand on parle d'une personnification, c'est les gens portent des masques de Modi, il y a des affiches de lui grandeur nature partout dans la ville ou dans le pays, il y a des photo-booths pour vous prendre en photo avec Modi, il y a des photos de Modi sur les sacs de rations alimentaires, etc. Tout ça, en fait, ça a été ensuite repris par Trump via une personnification, Trump et d'autres, mais une personnification du culte du chef qui est très propre à l'extrême droite. Insert, mais on ne réduit pas le fascisme au culte du chef. C'est juste une émanation, mais après, il y a une socialisation de la société. Donc il y a ce culte du chef. Et puis le deuxième truc, dont j'ai été victime moi-même, c'est les armées de trolls numériques. Ça, c'est quelque chose qui maintenant est très connu aujourd'hui par l'extrême droite, mais en fait, ça est apparu vraiment en Inde. Alors, les armées de trolls numériques, elles avaient quel but? Donc toujours intimider et harceler l'ennemi, entre guillemets, qui est protéiforme, et puis diffuser le récit, en l'occurrence hindouiste. Mais ça, pour preuve que c'est né en Inde, notamment, c'est qu'il y a une journaliste qui s'appelle Swati Chaturvedi, bref, qui elle-même a subi ça, et qui, dès 2016, a sorti un bouquin qui s'appelait Je suis un troll dans le monde secret de l'armée numérique du BJP. Et ce bouquin qui sort en 2016, il est basé sur une enquête qui remonte à 2014. Donc vous voyez que c'était déjà en fait un petit peu ancien, et que vraiment en termes de communication, ce que fait aujourd'hui l'extrême droite dans le monde a vraiment beaucoup pris du côté de l'Inde et du côté du fascisme indien. Et puis, pour terminer, je passerai sur les registres de justification de l'extrême droite et des dérives autoritaires. Parce que dans tout, il faut que je me dise, bien sûr, je suis presque finie. Dans tous les dérives autoritaires, on voit bien qu'il faut quand même que les gouvernements et les pouvoirs en place arrivent à justifier quand même à l'opinion publique, entre guillemets, les atteintes systématiques à l'état de droit et au rétrécissement des libertés publiques. Depuis le 11 septembre, le moment huntingtonien de clash des civilisations, qui est un inventé, tout ça, mais une version réactionnaire de cette lutte du bien contre le mal, est vraiment le registre qui utilisé le plus la lutte contre le terrorisme, et le terrorisme notamment djihadiste, qui permet aujourd'hui de justifier tout un tas de trucs, et cette islamophobie mondiale. Très récemment, justement, dans le cadre de l'Asie du Sud, on voit que la guerre illégale, j'insiste, que l'Inde a déclarée au Pakistan, elle a été légitimée au nom de ce terrorisme, de cette lutte contre le terrorisme djihadiste, sans aucune preuve de l'implication du Pakistan, et alors que c'est un acte national. Et puis aujourd'hui en Inde, il y a des destructions massives de quartiers musulmans au moment où on se parle, qui sont depuis fin avril justifiées au nom de l'infiltration des djihadistes bangladais et pakistanais, quand bien même ça se passe à l'autre bout du pays. Bref. Et ça, j'ai pu le constater malheureusement, que c'est repris aussi sur les plateaux de télé français, mainstream, où on nous explique que c'est la lutte contre le terrorisme international. La même façon, très rapidement, mais ce qui s'est passé l'année dernière au Bangladesh avec le renversement du gouvernement de Sheikh Hasina, où il y a eu des attaques contre des hindous, mais parce qu'ils étaient membres d'un parti politique. Je vais très vite parce que je dois conclure. Mais Modi les a décriés comme des actes des musulmans djihadistes, parce que c'est toujours ça, djihadistes contre des hindous. Ça a été repris par l'extrême droite française ici sur les réseaux, alors qu'en fait c'était des affrontements politiques. Dernier cas, c'est le cas du Cachemire, qui est en fait dont l'administration du Cachemire pour laquelle Narendra Modi s'inspire du modèle de la Cisjordanie,
puisque le but à peine couvert, c'est de faire du Cachemire, en fait, qui est un territoire à majorité musulmane, un territoire où subsistera quelques petites villes avec une majorité musulmane, mais sinon complètement gagnées par les hindous, dans lesquelles les hindous seraient à présent majoritaires. Et pour ce faire, il a supprimé l'interdiction d'autorisation des non-cachemiris au Cachemire. Donc il a en gros ouvert une politique de colonisation un peu du Cachemire qui passe par les habitants, les Indiens, et aussi par le tourisme massif. Et là, on retrouve sur le tourisme en fait un parallèle avec la Riviera de Gaza, parce que c'est vraiment faire effacer une population via le tourisme. Et pour terminer, à quoi ça sert tout ça, toute cette circulation, ces échanges et ces transferts? Ça permet en fait au niveau, pour les gouvernements d'extrême droite, de se légitimer au niveau national par le détour par l'international. J'explicite, quand des ministres, des députés d'extrême droite du Parlement européen viennent visiter le Cachemire après la suppression du statut spécial et donc la fin d'interdiction d'installation des non-cachemiris, ça permet à Narendra Modi d'expliquer que sa politique elle est valable parce qu'elle est légitimée à l'international par d'autres États du monde, quoi. Et vice-versa, à l'inverse, puisque les fascismes non indiens se nourrissent aussi de leur lien avec Narendra Modi, puissance émergente. Voilà à peu près. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette intervention. Du coup, on va arriver à l'avant-dernière intervention de Jean-Christophe Célin. Juste avant, c'est vrai que tu as pas mal parlé d'Hugo Paletta, dans ton propos, en tout cas en introduction. Sachez qu'il devait être présent avec nous aujourd'hui, mais finalement, il l'est un petit peu. Dans chacune de nos interventions, en tout cas, je pense, parce que voilà, je vous invite à observer un peu tous ces ouvrages de compréhension un peu sur l'actualité du fascisme, en reprenant tout un tas de définitions historiques, mais avec une réactualisation assez pointue. Donc c'est vrai que ça nous a beaucoup aiguillé, évidemment, dans nos différents travaux à chaque reprise. Donc voilà. Mais là, je vais vous parler de Jean-Christophe Célin, du coup, qui va pouvoir intervenir, coordinateur national du Parti de gauche, et qui a récemment sorti un livre avec une très belle couverture. Tu m'en as fait la promo, voilà. Un livre sur comprendre et vaincre le fascisme, rien que ça. Donc je ne l'ai pas encore lu, mais je vous invite à aller voir notamment au stand du Parti de gauche. Voilà. Et il y a du coup une intervention voilà, tu vas nous en apprendre. Je crois que, en tout cas dans le livre, il y a une partie sur la Révolution française, en tout cas voilà, historique. Pas l'intention, et aussi sur Israël et voilà. Mais je t'introduis. Merci. Bon, merci à toutes et à tous d'être là. Donc merci évidemment aux amphis d'organiser ce débat absolument central sur la question du fascisme. Je voudrais quand même insister sur cette question. Le fascisme n'est pas une thématique de débat au même titre que il peut y avoir d'autres thématiques très importantes. Le fascisme, quand on est un militant politique révolutionnaire, c'est la question centrale. Parce que historiquement, le fascisme, c'est un courant politique qui vise à détruire politiquement et physiquement le mouvement ouvrier organisé, ses militantes et ses militants. Je voudrais dire ça en préambule pour prendre la mesure de ce qu'est le fascisme dans l'histoire et du danger fasciste aujourd'hui, à la fois en France et dans le monde. Donc il me revient dans mon propos, dans la répartition des interventions qu'on a faites, de revenir un peu sur l'articulation entre le capitalisme et le fascisme, et notamment le fascisme comme dernier recours du capitalisme en période de crise. Alors on parle souvent des crises du capitalisme. En réalité, ce n'est pas des crises du capitalisme. Ce sont des crises de domination du capitalisme et de reproduction du profit du capitalisme et des voies nouvelles qu'à chaque période historique, en fonction des spécificités géopolitiques et historiques, que le capitalisme va essayer de trouver pour assurer sa domination. Donc, premier élément très important, le capitalisme doit assurer sa domination. Donc, historiquement, on va dire que le capitalisme essaye d'assurer sa domination à coût réduit,
avec des institutions qu'on appelle la démocratie bourgeoise, avec des élus, avec des syndicalistes maison, avec des experts, avec des médias. Tout ça permet de faire consentir à l'ordre établi, qui a été notamment traité par Sylvie dans son propos introductif, donc une espèce de mécanisme où tout le monde consent à l'ordre des choses et à l'ordre du monde par des institutions et un certain nombre d'éléments quotidiens qui permettent cette régulation et cette domination. Sauf que dans la période de l'impérialisme et dans la période de conquête de territoires, dans la période de recherche du profit, dans la période de la concentration des monopoles, de la période de concentration du capital, tout cela se grippe. Les mécanismes de domination rentrent en contradiction avec le fait que le capitalisme veut accélérer ses taux de profit, accélérer sa domination, accélérer les cadences, réduire les salaires, etc. Donc il y a des contradictions sociales qui émergent, non seulement vis-à-vis de, on va dire, de l'immense majorité de la population travailleuse, c'est-à-dire la classe ouvrière et paysanne, et quand je parle de classe ouvrière, historiquement, elle n'est pas forcément la même, encore qu'au XIXe siècle, je parle de la classe ouvrière au sens large, c'est-à-dire ceux qui vendent leur force de travail, qu'elle soit manuelle ou intellectuelle, au capital chaque jour, et avec des contradictions, y compris au sein de la bourgeoisie, et notamment de la petite bourgeoisie. Et c'est là qu'il y a un acteur absolument central qui rentre en ligne de compte sur la question du fascisme, c'est la question de la petite bourgeoisie en crise. Je tiens à le dire parce que c'est souvent véhiculé à gauche, le fascisme n'est pas un produit du grand capital. Ce n'est pas le grand capital un jour qui décide qu'il va y avoir une solution fasciste. Il y a des contradictions à l'œuvre à l'intérieur du système capitaliste qui fait qu'il y a une crise de cette petite bourgeoisie qui est une classe intermédiaire, qui est victime de la concentration du capital, qui est apeurée par la crise et qui va vouloir retrouver sa place et certainement pas redescendre à l'endroit d'où elle vient. Parce que la petite bourgeoisie, souvent, vient du peuple, vient de la classe ouvrière et ne veut surtout pas redescendre socialement. Et précisément, elle veut s'en prendre aux éléments du mouvement ouvrier organisé, aux syndicalistes, aux fonctionnaires, aux allocataires sociaux qui sont jugés comme étant des privilégiés en période de crise, ne voyant pas que, bien évidemment, elle est victime de la crise du capitalisme et de ceux qui dominent le système. Et ça, c'est extrêmement important parce que cette petite bourgeoisie, en période de crise, va vouloir avoir une expression politique. Et c'est là que le grand capital rentre en lice, parce qu'il va pouvoir financer cette expression politique et il va pouvoir lui donner une expression politique centralisée. Et c'est là que le fascisme se propose pour être l'un des candidats à cette expression. Donc, crise, grippage du système. Excusez-moi, avec le vent, les notes, c'est un petit peu compliqué. Donc, j'ai parlé d'une contradiction majeure du fait de cette crise de la petite bourgeoisie apeurée et victime de la crise, mais aussi des prolétaires déclassés qui vont pouvoir servir d'armée de réserve, on va dire, pour pouvoir être aux côtés de ces mécontents du système, pour pouvoir non pas le contester, mais trouver d'autres boucs émissaires et d'autres personnes responsables de la crise. Donc j'ai parlé de ce grand capital qui va donner un financement et une expression centrale. Je vais prendre deux exemples historiques sans revenir. C'est ce qui s'est passé en Italie dans les années 1919-1920 avec Benny Rosso, ce qu'on appelle les années rouges, où vous avez quand même, pendant près de 2 ans, une grande partie de la production industrielle italienne qui est dirigée par les conseils ouvriers, qui se réfèrent directement à l'exemple de la révolution russe et des soviets. Et le grand patronat italien, en mars 1920, se réunit quand même en disant qu'il faut en finir avec le bolchevisme italien et décide de financer le parti fasciste pour casser justement
ce mouvement ouvrier, ces grèves, etc. Mais c'est aussi valable dans le domaine de la paysannerie, parce que les Branchetti sont les salariés agricoles se révoltent aussi, font des grèves pour la réduction du temps de travail, pour avoir des garanties, pour avoir des libertés syndicales. Et là, le fascisme va aussi jouer un grand rôle pour casser ce mouvement. Si on prend l'Allemagne, ce sera, on connaît l'histoire, et c'est notamment traité par Chapoutot dans son dernier ouvrage, avec lequel je peux avoir quelques nuances, notamment sur les explications individuelles, plutôt que les explications des tendances lourdes de la situation, notamment des résultats électoraux, des forces sociales et des forces politiques en présence, où ce seront les magnats des banques et de l'industrie lourde qui vont décider au final de jouer la carte d'Hitler en 1932 et de faire en sorte que Hitler soit chancelier à la fin 1933. Voilà. Donc, sur cette base-là, je voudrais, et pour reprendre aussi des choses que Paglietta a développées et que d'autres auteurs ont développées aussi, c'est de vous proposer quand même de définir l'objet, c'est-à-dire de définir le fascisme. Je vous propose la définition suivante. Ça serait un appel à l'unité culturelle, organique et étatique de la nation, un recours contre les revendications et les mouvements populaires qu'elle ne peut plus contenir par les voies habituelles et les voies de la régulation dite démocratique dont j'ai parlé au départ. Donc le fascisme est un mouvement politique réactionnaire au service du capital. Il épouse le mécontentement populaire pour le canaliser sous la forme d'un conservatisme radical. Alors pourquoi cette question, cette deuxième partie de la définition est importante, que le fascisme est un mouvement politique réactionnaire au service du capital, mais qu'il épouse le mécontentement populaire, et on le voit chaque jour dans la propagande du Rassemblement national, cette capacité à épouser, à surfer, en apparence bien sûr, sur le mécontentement populaire, mais en dernier ressort, en étant du côté du manche, et à chaque fois qu'ils doivent voter, notamment, on l'a vu à l'Assemblée nationale, sur toutes les grandes questions, où ils sont contre l'augmentation des salaires, contre la répartition des richesses, contre les services publics, etc. etc. Voilà. Donc ça, c'était une chose importante à rappeler du point de vue historique sur l'articulation entre le capitalisme et le fascisme. Mais je voudrais insister sur le cycle historique dans lequel nous sommes actuellement. Je pense que nous sommes dans le cycle historique ouvert par le coup d'État au Chili le 11 septembre 1973. Et pour deux raisons. La première raison, c'est que la bourgeoisie internationale, et notamment la bourgeoisie américaine, n'a pas supporté que le gouvernement de l'unité populaire entre 1970 et 1973 fasse la démonstration qu'il y ait une capacité de victoire électorale de la gauche et une possibilité de démonstration politique comme quoi on pouvait avoir une alternative au capitalisme. Et là sont entrés en lice ce qu'on appelle les Chicago Boys, autour de Milton Friedman, un économiste ultralibéral. Et le coup d'État au Chili, non seulement a servi à casser l'expérience de l'unité populaire, mais a servi de laboratoire sur la question des privatisations, sur la question de la maltraitance sociale de ce nouveau cycle. Et cette onde de choc, on a pu la retrouver après, à la fin des années 70, dans les années Thatcher et Reagan. Cette onde de choc, on l'a eue en Europe, avec le plan d'austérité en France. On l'a eu en Allemagne, avec les différents plans Hartz de démantèlement de l'État social, d'ailleurs que la social-démocratie allemande avait elle-même constitué. Donc tous ces éléments-là, et puis après, bon, les années Sarkozy, parenthèse plus ou moins enchantée du gouvernement Jospin, avec des mécanismes d'atténuation, des mécanismes de redistribution ou de frein de cette mise en place des politiques austéritaires. Mais enfin, globalement, nous sommes bien dans ce cycle, et ce cycle est en train de s'accélérer dans sa dernière phase, avec le fait que nous rentrons dans un nouveau cycle, dans ce cycle-là,
qui est le cycle d'une économie tournée vers la guerre. Et ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental, parce que ne croyons pas que les guerres se font pour des raisons idéologiques. Ce sont des guerres qui sont des guerres de conquête, qui sont des guerres de domination. On parlait en aparté de ce qui se passait actuellement à Gaza. On oublie souvent, enfin on n'oublie pas nous, mais on oublie souvent dans les commentaires qui sont faits sur la guerre de Gaza qu'il y a quand même des gisements pétroliers et gaziers au large de Gaza, et que pour le moment ils appartiennent aux Palestiniens, et que demain ils pourraient appartenir au Grand Israël. Donc, et comme la guerre en Syrie s'est faite aussi, pas uniquement, mais aussi pour des raisons de tracé de gazoducs, etc., on voit très bien que tous ces conflits, dans la crise de domination du capitalisme, où il y a une crise de saturation des marchés, où il y a une marchandisation extrême, etc., que le poids du complexe militaro-industriel joue un rôle imminent et un nouveau rôle. Et dans ce cadre-là, la bourgeoisie, qu'elle soit nationale ou internationale, pense que tous les éléments de liberté démocratique, de lourdeur institutionnelle et parlementaire sont un frein, une lourdeur, un luxe dont on pourrait se passer. Pourquoi débattre sans fin des projets politiques, etc., alors qu'on pourrait effectivement fonctionner par décret, comme Trump, et avec des tentations de plus en plus brutales et de plus en plus autoritaires. Et dans ce cadre-là, dans le cadre d'une économie tournée vers la guerre, on n'est pas encore dans une économie de guerre, parce qu'une économie de guerre, c'est une économie où les gens sont réquisitionnés jour et nuit pour fabriquer des bombes, etc. On n'en est pas là, mais l'économie est tournée vers la guerre. Et ce qui nous intéresse à nous, en tant que militants politiques de gauche, révolutionnaires, c'est de voir que ça rentre bien évidemment en contradiction avec la satisfaction des besoins sociaux, mais aussi avec les impératifs écologiques. Parce que ce qui se passe, par exemple, à Gaza est non seulement un désastre humain, un désastre social, mais un désastre écologique. Et que cette guerre, finalement, tourne le dos à tout ce qu'on peut souhaiter pour l'humanité. On m'appelle à conclure, donc je dois faire une petite fenêtre quand même sur la question de l'extrême droite française, et ça suscitera certainement le débat. On a parlé tout à l'heure d'hégémonie culturelle et de Gramsci. 1981, François Mitterrand arrive au pouvoir. Septembre 1981, le Club de l'Horloge tient son congrès. Sous-titre du Club de l'Horloge, d'Alain de Benoît, qui a d'ailleurs une revue dans tous les kiosques, la revue du Grèce, la revue Éléments, etc., et qui a servi d'intellectuel à la nouvelle droite, y compris à une grande partie de l'équipe Sarkozy. Le sous-titre de ce congrès de la nouvelle droite, c'était « Pour un gramschisme de droite ». C'était le sous-titre, c'était écrit au congrès. Pourquoi ? Alain de Benoît avait dit, voilà, la gauche a gagné parce qu'elle a eu l'hégémonie culturelle. Elle avait les syndicats, les MJC, les médias, les artistes. Eh bien, nous, la droite, nous devons faire pareil. Et il faut se le dire, depuis 40 ans, ils ont pris une longueur d'avance. Ils ont eu le Figaro Magazine avec Louis Pauwels, 250 000 exemplaires tous les samedis. Ils ont construit des réseaux sociaux. Ils sont en capacité d'avoir des fêtes populaires, le Puy du Fou, Stérin avec les labels Fêtes de France. Donc ça nous amène, nous, de manière introspective, à bien comprendre que la bataille idéologique et culturelle doit se faire aussi avec la prise en charge de nouveaux vecteurs. Autre élément, et je conclus là-dessus, c'est les nouveaux visages de l'extrême droite. C'est quand vous voyez que l'extrême droite européenne aujourd'hui est représentée par 3 femmes et pas 3 anciens baroudeurs burinés par les batailles de rue. Vous avez Marine Le Pen, Giorgia Meloni, Alice Weidel. Alors on peut en penser ce qu'on veut, mais ce sont 3 visages féminins qui évidemment, du point de vue symbolique, vont porter un autre registre de communication. Et tout ça doit nous interroger sur leur capacité à mettre en place cette politique qui est parfois difficilement cernable. Je termine sur une chose qui est absolument centrale dans le cadre de la bataille idéologique et culturelle, c'est la capacité à brouiller les cartes. Moi, j'avais senti, il y a une dizaine d'années,
que Marine Le Pen allait tourner sur la question d'Israël. Le parti étant taxé d'antisémitisme, ils allaient soutenir les colonisateurs et l'extrême droite israélienne, de façon à ne plus être taxés d'antisémitisme. Et vous avez aujourd'hui cette situation absolument hallucinante. Vous avez Marion Maréchal et Bardella qui sont reçus à Yad Vashem, et que Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise sont taxés d'antisémites. Donc un renversement complet des paradigmes, une capacité à brouiller les cartes qui nous incite à faire un très, très, très gros travail sur la bataille idéologique et culturelle. Merci de votre écoute. Merci pour cette dernière intervention, avant-dernière intervention du coup, parce que je vais parler. Et j'ai le luxe de pouvoir conclure, voilà, donc de pouvoir donner des éléments, évidemment aussi de compréhension, mais je vais essayer de faire bref, parce qu'on a eu des interventions quand même assez pointues. Voilà, chacune d'entre elles était très intéressante. Et je voulais juste rebondir sur ce que tu as dit à la fin, sur le fait que l'extrême droite, évidemment, d'un point de vue stratégique, cherche à brouiller les pistes et cherche à nouveau à se renouveler systématiquement et surtout à créer une forme de bouillie intellectuelle, de bouillie historique qui fait qu'on ne s'y repère plus. Et lorsqu'on n'a plus de repères communs, lorsqu'on n'a plus d'idées un peu sur ce qui s'est passé dans les dernières années, etc., c'est à ce moment-là que les erreurs peuvent s'installer. Et ça, l'extrême droite en a bien conscience d'un point de vue stratégique, mais pas que. C'est qu'aussi, ils n'ont aucun mal à évoluer dans cette espèce de bouillie historique, bouillie permanente intellectuelle, etc. Non pas parce qu'ils sont bêtes, on aura un peu ce réflexe de penser juste qu'ils sont bêtes, mais tout simplement parce qu'ils souhaitent retrouver une puissance perdue, alors fantasmée, etc., la plupart du temps, autour du concept évidemment de la nation, du suprémacisme blanc, etc. Il y a vraiment cette idée de retrouver une puissance perdue. Et derrière cette idée de retrouver une puissance perdue, on passe par tout et n'importe quoi. J'ai vu récemment un des représentants du gouvernement de Vladimir Poutine qui se balade, vous savez, avec un sweatshirt CCCP. Quel est le lien entre... Alors, évidemment, l'URSS n'est pas quelque chose sur lequel on dirait que du bien, très loin de là. C'est pas un exemple, l'URSS, mais en tout cas, il n'y a pas de comparaison à faire entre ce qu'est en train de faire Poutine et l'URSS. Évidemment, il y a énormément de divergences. Mais en tout cas, il y a vraiment cette volonté de trouver dans l'URSS cette idée qu'à ce moment-là, il y avait une puissance impérialiste qui était capable d'imposer à tout un tas d'États. Vous doutez bien qu'avec la guerre de l'Ukraine, ça va réactiver aussi tout ça. Cette idée de retrouver encore une fois cette puissance perdue et donc cette espèce de confusionnisme permanent dans lequel ils se plaisent parfaitement et qui cherchent systématiquement. Comme là, tu l'as dit, il y a une stratégie évidente de la part du Rassemblement national à vouloir s'émanciper de l'étiquette d'antisémitisme, etc. Évidemment, mais ils se retrouvent aussi parfaitement dans l'idée que ça y est, Israël est devenue une puissance sérieuse, elle aussi coloniale, elle aussi qui est capable de mener des génocides, et elle aussi qui est capable de mener un suprémacisme à échelle internationale. Et là-dedans aussi, le RN, du coup, idéologiquement, se complaît aussi petit à petit là-dedans. Et nous, ça nous paraît absurde. Des gens qui ont grandi dans l'antisémitisme, qui il y a à peine quelques mois, quelques années, écrivaient encore des choses affreuses dans certains journaux pétainistes, etc., qui, sans complexe, partent faire des allers-retours en Israël et qui viennent justifier évidemment tout ce qui se passe à Gaza. Donc surtout bien se dire qu'ils se complaisent parfaitement dans cette bouillie intellectuelle et historique, tout simplement parce que la seule chose finalement qui anime les fascistes, le fond philosophique, idéologique qui les propulse et qui fait qu'ils arrivent à faire unité au-delà de leur simple outil organisationnel de l'extrême droite, c'est cette idée de retrouver une puissance. Et tu l'as dit évidemment d'un point de vue économique, à travers cette question d'un capitalisme qui est en crise d'hégémonie et qu'il faut retrouver donc la puissance d'une exploitation économique, mais pas que. Il n'y a pas que aussi cette question économique, il y a évidemment cette question raciale qui est aussi au centre de la question aussi du masculinisme. On voit avec énormément de discours et de traductions politiques de ce masculinisme à échelle internationale, encore une fois, évidemment cultivé par Donald Trump, par Poutine, etc. Donc il y a aussi cette question idéologique qu'il ne faut pas écarter, parce que très souvent, dans notre compréhension un peu du fascisme, il y avait un peu cette idée, mais Jean-Christophe, tu t'as permis aussi un peu d'étayer cette question-là. On avait un peu l'idée à l'après-guerre que
les grands capitalistes de ce monde se réuniraient autour de la table et en gros, quand ils sont en période de crise d'hégémonie du capitalisme, tac, ils nous imposeraient le fascisme. En réalité, c'est bien plus complexe que ça. Évidemment que les capitalistes, entre eux, il n'y a pas une homogénéité claire. Évidemment qu'il y a des disparités entre eux. Et il y a à un moment donné tout un tas de gens qui se font convaincre par ces idéologies suprémacistes qui reviennent sur le devant de la scène. Notamment, je pense à des Elon Musk, etc. C'est des gens qui, à la base, n'étaient pas des fascistes autoproclamés. C'est des espèces de libéraux à outrance, libertariens, etc. Mais qui, à un moment donné, encore une fois en période de crise du capitalisme, se retrouvent dans une idéologie suprémaciste parce que d'une part, elles permettent de maintenir, voire même d'accélérer leur profit, etc., d'un point de vue économique, mais aussi parce qu'ils se complaisent dans une forme d'idéologie. Il ne faut pas oublier d'où viennent ces gens-là. Elon Musk en premier lieu, mais tout un tas de personnes qui traînent autour de Donald Trump, etc., viennent par exemple de l'Afrique du Sud. Ces gens-là sont des descendants de colons. Ils ont grandi dans des familles où ils exploitaient notamment les minerais, etc., etc. Ces gens-là viennent des colonies. Et d'ailleurs, une obsession d'Elon Musk, c'est de nous expliquer que ça y est, en Afrique du Sud, les Blancs se font exploiter par les Noirs et que c'est affreux, etc., etc., etc. Bon, évidemment, il y a toute l'inversion, encore une fois, la bouillie intellectuelle, historique dont je vous parlais. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée de revanche aussi coloniale qu'il ne faut pas sous-estimer chez ces gens-là. Il y a évidemment la question économique qui les anime. C'est le fond matérialiste, j'ai envie de dire, de leur motivation politique. Mais il y a aussi à ne pas sous-estimer la question idéologique suprémaciste. Et en l'occurrence, ici, suprémaciste blanc, parce qu'évidemment, c'est encore là-dessus que reposent les plus grandes puissances impérialistes. Donc, on avait une question en fond qui a été posée dès le début de cette conférence, c'est la question de existe-t-il une internationale fasciste, ou en tout cas une extrême droite internationale ? Je rejoins l'idée que d'un point de vue philosophique, idéologique et politique, évidemment, on ne peut pas considérer que les fascistes sont internationalistes. Et donc, en soi, si on observe de ce point de vue-là, il n'existerait donc pas d'international fasciste. Ceci dit, il ne faut pas nier, et ça a été rappelé dans plusieurs interventions, qu'il existe tout de même, bel et bien, une forme d'organisation structurée, cherchée et voulue par des extrêmes droites déjà au pouvoir. Je pense à Viktor Orban en Hongrie, qui essaye de faire des liens aussi à l'international, mais on pourrait comme ça prendre tout un tas de personnalités politiques à l'extrême droite qui essayent de construire ces liens-là à l'international. Mais par contre, il est certain qu'ils le font dans une situation particulière où justement ils ne font pas encore figure d'hégémonie à l'échelle internationale et qui sont encore dans cette période où ils cherchent à arriver le plus possible au pouvoir. Et donc, dans ces circonstances, dans ce contexte-là, oui, ils sont capables de s'allier dans des circonstances particulières. En ce sens-là, d'un point de vue organisationnel, oui, on peut parler de liens internationaux, mais évidemment qu'à long terme, imaginons que tous les États du monde entier venaient à basculer à l'extrême droite ou dans des idéologies qui se tourneraient vers le fascisme, et bien évidemment, ce serait la guerre partout. Et que toutes ces nations qui cherchent à imposer leur puissance fantasmée, etc., autour du concept de nation, de suprémacisme, etc., forcément, à un moment donné, rentreraient en collision avec d'autres voisins qui, eux aussi, veulent imposer leur puissance par tous les moyens, etc., etc. Donc forcément qu'à la fin, ce serait la guerre. Et donc, de ce fait, ce ne sera jamais l'internationalisme, l'extrême droite. Et nous, du coup, qu'est-ce qu'on fait dans tout ça ? C'est un peu la question, quand même. Parce que là, le panorama n'est pas très réjouissant, forcément. Mais c'est tout simplement justement de réaffirmer l'internationalisme, mais au bon sens du terme. C'est-à-dire l'internationalisme, on souhaite que tout le monde puisse être égaux, si possible, sur la planète, en créant des liens, ne serait-ce que par écologie. Finalement, l'internationalisme est une vieille idée du mouvement ouvrier, de solidarité humaine, etc. Mais là, on est dans une situation presque inédite, où toute la nouvelle génération, d'ailleurs, en a parfaitement conscience. Et c'est ce qui devrait nous soulager dans cette idée d'internationalisme, c'est qu'on n'a jamais eu d'idée aussi claire que l'internationalisme est une évidence. C'est une évidence d'un point de vue parce qu'on parle souvent de l'humain, mais du vivant dans son ensemble. Qui pourrait imaginer qu'on puisse mettre en place des choses d'un point de vue écologique seulement dans un petit État, par exemple comme la France ? Qui pourrait imaginer ça ? Évidemment, on le sait, et c'est la nature, c'est comme ça que ça fonctionne d'un point de vue scientifique, etc. Ce qui va se passer à l'autre bout de la planète aura des répercussions sur l'ensemble du reste de la planète. Et donc, logiquement, nous allons devoir travailler, et c'est de grosses échéances qui nous sont tendues, nous allons devoir travailler à construire d'un point de vue international pour faire face à cette crise écologique qui, ça y est en train de nous montrer ses pires horreurs, et ça va faire qu'augmenter au fil des années. Donc l'écologie nous l'impose, et surtout, je pense qu'il y a eu une erreur. Moi, il y a un truc qui m'agace un peu
dans les discussions qu'on peut avoir, même dans certaines formations, etc., c'est un peu l'idée, vous savez, l'internationalisme fantasmé du siècle précédent, où la classe ouvrière était très organisée, à raison, c'est vrai qu'il y a eu des choses excellentes qui se sont produites, etc., mais il y avait un peu cette idée que l'internationalisme, forcément, se réduirait à une organisation coordonnée entre partis, ou même un grand parti international, etc. En réalité, c'est pas ça l'internationalisme. Ça, c'est une forme organisationnelle de comment se traduit l'internationalisme, et qu'on doit systématiquement re-questionner. Mouvement politique, parti politique, solidarité, peu importe, on doit re-questionner d'un point de vue stratégique cette question-là. Mais ce qui anime profondément l'internationalisme, et finalement, on n'a jamais été aussi internationaliste qu'aujourd'hui, je le pense sincèrement, ce qui anime profondément l'internationalisme, c'est la question tout simplement de l'empathie que l'on porte envers les peuples du monde entier. L'internationalisme vit ici, vit dans l'empathie justement internationale. À chaque fois que quelqu'un est touché sur la planète, si on est capable de ressentir de l'empathie pour cette personne ou pour cet endroit visé de la planète, alors nous sommes de ce fait internationalistes. Ensuite vient la question de comment on fait. Mais il y a eu des exemples là très récents, et d'ailleurs à l'après-guerre. À l'après-guerre, il y a eu des exemples évidemment au Vietnam, où il y a eu des mouvements immenses internationalistes de solidarité avec ce qui se passait au Vietnam. En Algérie aussi, qui a été une plaque tournante de l'internationalisme, notamment anticolonial pendant des années, évidemment au moment de la Révolution, et même quelques années qui furent après. Là aujourd'hui avec la Palestine, évidemment tout le monde l'a compris, ça va être quelque chose, c'est, je sais pas comment dire, mais c'est un tournant là, historique. Tout le monde en a conscience, évidemment par solidarité, encore une fois, comme je disais, par empathie pure avec les Palestiniens et les Palestiniennes, on a un intérêt à apporter notre solidarité, mais pas que. Aussi parce que là, c'est, ce qui se joue, c'est notre avenir à toute l'humanité. C'est une forme de test un peu là pour tous les gouvernements d'extrême droite, de savoir si oui ou non, aux yeux du monde entier, on a la possibilité de massacrer des Arabes en 4K tous les jours comme ça, H24. C'est ça qui est en train de se jouer aussi sous nos yeux. Voilà pourquoi la question palestinienne est cruciale aussi pour notre avenir à toutes et tous et sur l'ensemble de la planète. Parce que vous vous doutez bien que s'ils sont capables d'opérer de telles atrocités comme ça sous nos yeux, ça aura forcément des répercussions à un moment ou à un autre, même sur les pires gouvernements suprémacistes blancs, même sur les populations blanches précarisées. Évidemment que ça aura des répercussions sur le mode de société dans lequel on est et la violence qui s'exprime à travers toutes les sociétés. Tout le monde a un intérêt de se lier à la question palestinienne et à observer précisément ce qui se passe là-bas. Il y a aussi chez nous, parce qu'on l'oublie souvent, alors à juste titre, on se mobilise pour la Palestine, etc. Mais on suit des exemples très précis de notre propre État. Et en tant que Français, je pense qu'on a un intérêt à se préoccuper aussi, en premier lieu, de ce que fait notre propre État. Ce qui se passe en Afrique, par exemple, avec le franc CFA, avec ce qui se passe en Kanaki. Là, on a eu Christian Théin qui est venu aux amphis. D'ailleurs, il y avait énormément de monde, tant mieux. Christian Théin, pour rappel, et comme d'autres prisonniers kanaks, ils ont été enfermés à plus de 18 000 km, je crois c'est. En fait, c'est strictement à l'autre bout de la planète qu'on a pris ces gens-là. On leur a dit, maintenant, vous êtes en prison là-bas. Ils sont des fois jamais allés, ils se sont jamais rendus en France métropolitaine. On leur a dit, voilà, vous êtes emprisonnés là-bas parce que vous avez osé vous rebeller contre des formes de colonialisme de notre propre État, etc. Donc on est dans cette situation où on a un devoir international aussi de se lier à des peuples qui subissent encore des formes de colonialisme renouvelées, des formes de gestion coloniale de notre propre État, y compris aussi dans d'autres dom-tom, etc. Et donc on a un intérêt, encore une fois, à être solidaire et à ne jamais rien lâcher sur ces questions-là. Ensuite, de façon plus générale, là j'ai beaucoup parlé de la question de l'internationalisme, mais c'est la question de la gauche de rupture en réalité qui nous est posée. En cette période justement de crise du capitalisme et en ces formes renouvelées du fascisme comme solution inhérente à ces classes capitalistes qui cherchent de nouvelles structures organisationnelles, quitte à balayer, comme tu l'as dit, des outils institutionnels qui leur étaient propres. Les États-Unis, c'est flagrant, et à chaque fois, le fascisme fait ça. Quitte à balayer certains outils qui leur étaient propres jusqu'à maintenant, qui servaient leurs intérêts. Il y a une volonté vraiment de tout balayer pour accélérer des processus absolument ignobles. Et donc, on a une volonté, effectivement, d'imposer des gauches de rupture partout. Parce qu'on a ce double intérêt à, d'une part, lutter contre le fascisme en cours, et pour achever le capitalisme, en réalité. On est justement dans cette période de crise d'hégémonie du capitalisme. Je ne suis pas en train de vous faire fantasmer en vous disant ça y est, c'est la grande révolution, le grand soir, etc. C'est pas vrai, on en est loin, on a beaucoup à construire. Je pense que tout le monde en a conscience ici. Par contre, bien prendre conscience qu'ils sont plus faibles qu'ils ne laissent entendre. Le fait qu'ils s'agitent autant, le fait qu'ils mettent autant d'énergie, le fait qu'ils soient aussi violents, le fait qu'ils soient prêts à tout saccager, quitte à saccager encore une fois leurs propres institutions. C'est bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas quand même, qui tourne pas rond. Et on l'a bien vu avec des mouvements de révolte, certes des fois qui partent dans tous les sens. Les gilets jaunes, il y a des fois, ça partait vraiment dans tous les sens. Et des fois, pas vraiment à notre avantage. Bon,
C'est normal, c'est la période. Il y a de la confusion, etc. N'empêche qu'il y a une crise hégémonique du capitalisme. Et que c'est le moment donc où il faut l'abattre. Et pas regarder à côté en espérant que oui, finalement, est-ce qu'on peut composer avec Bayrou? On ne sait pas trop, on va essayer de négocier. Et puis on verra en octobre si on censure. Il n'y a pas de ça. Dès qu'on en a l'occasion, on censure. Dès qu'on en a l'occasion, on va dans la rue, à commencer par le 10 septembre. Dès qu'on en a l'occasion, on fait reculer les fascistes. Donc là-dessus, j'imagine que tout le monde en a bien conscience, parce que sinon vous ne serez pas là. La question de l'insoumission. Moi, vous savez, de base, je ne suis pas insoumis. Enfin, je ne suis pas insoumis au sens organisationnel. Mais justement, là où toute la nuance, c'est qu'on est tout un tas de personnes à se retrouver ici même à cet endroit. Je ne suis pas en train de faire de la promo de la France Insoumise, parce que je suis chauvin autour de la France Insoumise. C'est pas vrai, je n'étais pas militant de la France Insoumise. Mais avec la Jeune Garde, ce qui fait qu'on s'est liés, comme ce qui fait qu'avec Ali Douara à l'Assemblée nationale, tout un tas de personnalités comme ça, on vient d'ailleurs. On ne vient pas forcément de cet outil organisationnel. On s'est retrouvés ici même, parce qu'ici même, on a trouvé des gens qui ne baissaient pas les yeux, qui ne baissaient pas la tête, et qui étaient prêts à affronter toutes et tous ensemble ce système capitalisme et le fascisme. Voilà où est la solution. Et si ce n'est pas la France Insoumise plus tard, c'est pas grave. Ça sera un autre outil organisationnel. Voilà ce qui doit nous animer sans cesse, c'est qu'on se reconnaisse entre nous, parce que dans la période, ça va secouer. Et bien observer les personnes qui tiennent la barre, à commencer par la question palestinienne, qui a été un outil malheureusement intéressant aussi pour cette question-là. C'est qui ne lâche pas dans la période. Est-ce que vous avez vu le nombre de genoux qui ont tremblé au moment de la Palestine, lorsqu'on s'est fait attaquer sur tous les plateaux? Là, on en parle comme ça, on respire un peu plus, parce que ça y est, l'État palestinien, normalement, va être reconnu. Mais n'oubliez pas, cette période, c'était affreux. Même nous, militants et militantes, qui étions les plus formés, les plus vindicatifs, on va dire, les plus énervés, etc. Souvent, ça nous est reproché, même on est fichés des fois. Et bah, souvenez-vous quand même de cette période. Je vous mens pas, moi, il y a des fois, j'étais en mode, oh, c'est chaud quand même. Comment est-ce qu'on va se relever de ça? Alors évidemment, on lâchait pas parce qu'il fallait le faire. La question se posait même pas, on n'aurait jamais lâché. Mais on se disait, putain, mais c'est horrible quand même ce qu'on mange depuis des mois et des mois. Et puis là, pour reparler encore une fois de la France Insoumise, nous, ça a été une satisfaction, mais immense. En pleine période de médiatisation brutale, comme je sais pas quoi, etc. Poum, Rima Hassan pour les élections européennes. Il n'y avait pas meilleure réponse. Il n'y avait pas meilleure réponse. Et merci. Je suis désolé, peut-être je traîne un peu. On va passer aux questions, mais juste avant, je vais juste finir sur quand même une petite note positive pour reparler un peu d'internationalisme. Évidemment, il y a tous nos combats politiques, etc. On a souvent la tête dans le guidon, on a souvent l'impression, en regardant les réseaux sociaux, en regardant ce qui se passe dans les médias, en regardant ce qui se passe aux États-Unis, etc. On a souvent la tête dans le guidon, on a l'impression, ça y est, c'est mort, c'est râpé, ils ont gagné la bataille culturelle. Et c'est pas vrai, hein. Pas du tout, les amis. Hein. Ils sont loin d'avoir gagné, mais pas du tout. Ce n'est pas vrai. Alors oui, effectivement, ils avancent des pions. Effectivement, c'est rude. Et eux, ils y vont comme des brutes. Ils ont des moyens qu'on n'a pas, des milliards, etc. Mais on observe les travaux scientifiques, notamment de sociologues. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'ils ont la science infuse. Évidemment qu'il y a des débats entre ces sociologues, mais quand même, ce qui revient majoritairement en France, mais pas qu'en France, en Occident, mais pas qu'en Occident, et partout dans le monde, et même plutôt ailleurs qu'en Occident, la jeunesse de ce monde est largement politisée à gauche. Alors, il y a une question genrée dedans. Nombre de sociologues ont observé que principalement les jeunes hommes se radicaliser à droite et inversement les jeunes femmes se radicaliser à gauche. Alors ça ne veut pas dire que tous les jeunes hommes sont radicalisés à droite, a priori, normalement c'est pas mon cas. N'empêche que il y a cette division genrée, c'est vrai, mais il y a une majorité de la jeunesse qui est conquise par les idées de gauche, progressistes, antiracistes, avec des révolutions féministes qui ont eu lieu récemment. Ça c'est quelque chose d'immense. Souvent on fait des comparatifs avec ce qui s'est passé au siècle précédent dans la montée des fascismes. Mais ce qui s'est passé au siècle précédent, pas l'oublier, chez les nazis, chez les partis politiques allemands, le premier parti politique de la jeunesse, c'était le parti politique, le parti nazi. C'était le parti nazi. Là, aujourd'hui, c'est pas ça. Alors oui, le RN gagne des points dans la jeunesse, c'est vrai, mais aujourd'hui, le premier parti dans la jeunesse, c'est la France Insoumise d'un point de vue électoral. Et on a encore des jeunes à gagner. Mais tout ça pour vous dire que la bataille est loin, mais très loin d'être perdue. Notamment parce qu'on a toute une génération qui arrive. Bon, je souhaite la mort de personne, mais il y a des gens qui vont partir de ce monde. Et ces gens-là vont nous aussi nous laisser la place pour nous imposer de belles choses. D'un point de vue écologique, d'un point de vue économique, bref, on a tout à construire. Vive l'internationalisme, vive tout ce qu'on est en train de construire, l'insoumission et compagnie. Merci à tout le monde. Et on va pouvoir passer aux questions. Du coup, on va essayer d'alterner les questions hommes-femmes aussi, parce que très souvent, c'est d'abord les hommes qui prennent la parole.
Allô, allô, ouais. Bonjour. D'abord, merci pour l'intervention, c'était incroyable. Je voulais demander, en fait, je trouve qu'il y a eu réellement, pendant toute cette période de guerre à Gaza, etc., une guerre menée contre la France insoumise, une guerre des mots, réellement, c'est-à-dire que l'opposition au génocide à Gaza a été taxée d'antisémitisme sur tous les médias, sur tous les plateaux, et ça a été globalement accepté de partout. Et je trouve qu'en fait, c'est une vraie guerre qui a été menée et qui est encore un petit peu encore d'actualité aujourd'hui, puisque le mot de génocide n'est toujours pas accepté sur tous les plateaux. Il y a encore beaucoup de remises en question sur ce point. Et je me demandais en fait quand est-ce qu'une riposte serait menée, quand est-ce qu'on allait dire le vrai mot, le négationnisme. Quand est-ce qu'on allait les taxer de négationnistes une bonne fois pour toutes? Quand est-ce qu'on va pouvoir riposter et que les mecs qui viennent et qui disent on va interdire l'emploi du mot génocide, on va le mettre dans la loi, quand est-ce qu'on va leur dire vous êtes négationnistes? C'est ça que vous êtes. Bonjour. Déjà, merci d'avoir rappelé que l'empathie, c'est vraiment le démarrage de la lutte antifasciste. Et j'étais pas là au tout début de la conférence, donc peut-être que j'ai loupé un truc, mais est-ce que vous avez parlé du réseau Atlas et des think tanks? Oui, vous en avez parlé, d'accord. Parce que c'est quelque chose qui quand même fait vraiment peur, je trouve. Et par exemple, le fait que le père Le Pen, il a donné des idées au niveau mondial aux autres fascistes en faisant l'amalgame entre le nombre d'immigrés et le nombre de chômeurs. Mais peut-être que vous en avez déjà parlé au départ. Mais je voudrais apporter aussi une note positive, notamment aux États-Unis, avec l'émergence d'un nouveau parti qui s'appelle DSA et auquel Jean-Luc Mélenchon a rendu visite, je crois, c'est cet hiver ou ce printemps. Et le fait qu'ils aient tenu aussi leur congrès, qui a été un grand congrès et auquel ont participé des camarades de la FI. Est-ce que la camarade peut en dire un mot? Et au sujet de l'Inde, est-ce qu'il est possible de dire où en est cette grande marche qu'il y avait eu des paysans et qui, je pense, à un moment donné, a pu faire vaciller le régime? Et en troisième lieu, sur la guerre, c'est sûr que la guerre, c'est le pire fléau pour la classe ouvrière. Et j'ai vu que notamment, il y a le 5 octobre, un grand meeting qui s'organise contre la guerre. Et il y a des inscriptions possibles au village, j'ai vu ça. Oui, bonjour. Merci beaucoup, c'était vraiment passionnant. Moi, j'ai une question qui est peut-être un peu naïve, mais qui me taraude entre les questions de fascisme et de capitalisme, d'ultralibéralisme. Si jamais le 10 septembre, ça devait fonctionner et fragiliser encore un peu les ultra-riches, enfin le capitalisme, quel type de riposte de leur part qui ont des moyens on pourrait s'attendre? Et est-ce que le fait de taper violemment à cet endroit-là, ce qu'on doit faire, et je crois qu'on en a tous conscience, pourrait accélérer aussi finalement la montée de leur pouvoir par un retournement lié à leur puissance et à leur capacité financière aussi? Je prends juste une dernière, ça vous va? Oui, j'ai remarqué que vous n'aviez pas du tout parlé de l'évangélisme américain, en fait. Moi, personnellement, je considère que c'est un élément central, en fait, dans le soutien de Trump et dans l'existence de Trump. Trump, en fait, est considéré comme l'antéchrist qui va nous conduire vers le retour du Messie.
que moi, personnellement, je pense que c'est une des racines du problème que nous, insoumis, nous refusons d'évoquer, parce que nous sommes très frileux par rapport à la religion et aux religions. Est-ce qu'on ne devrait pas, en tant qu'insoumis, remettre la lutte contre les religions au centre, en fait, pas au centre, mais comme partie de notre culture, quoi. Parce que je suis sûr que dans ces assemblées, les libres penseurs sont majoritaires. J'ai aucun doute là-dessus. Mais malheureusement, la libre pensée aujourd'hui, elle est totalement détruite. Et toute la pensée religieuse revient à fond. Et que si on occulte l'influence de la religion sur tout ce qui se passe, on parle de l'Inde, en fait, hein, mais on parle aussi... On parle de l'islamisme, mais en fait, le pire fléau aujourd'hui, c'est le christianisme, en fait. Ce sont les chrétiens qui sont les plus puissants et qui mènent la politique la plus inhumaine qui soit. Donc, voilà, j'aimerais bien savoir pourquoi nous, en tant que France Insoumise, on veut toujours occulter ces problèmes-là, on n'en parle jamais, et on s'excuse à chaque fois qu'on veut évoquer ces problèmes-là. Moi, je vais dire rapidement. Merci pour les interventions et les remarques. Sur le réseau Atlas, ouais, alors moi je l'avais dans mon intro, j'ai oublié de le dire, donc merci que tu le rappelles. Et en revanche, c'est pas parce qu'en fait, je suis d'accord avec toi, mais c'est pas parce que ce réseau existe et qu'il y a qu'il y a une notion d'international. Là, c'est ce qu'on questionnait, ce qu'a dit très justement, Raphaël, c'est que s'il y avait que des régimes fascistes, on aboutirait à la guerre de toutes et tous. Donc oui, il y a des circulations, mais c'est pas pour ça, tu vois, que ça fait une internationale au sens organisationnel, ce qu'on disait strict et tout. Voilà. Rapidement, alors moi je trouve qu'on parle pas mal de religion parce que par exemple quand je parle de l'hindouisme politique, je parle pas mal de religion de fait, et que le problème c'est pas la religion, c'est l'utilisation politique du religieux, parce qu'il n'y a pas de conflit religieux. Voilà. Merci. Il n'y a pas de conflit religieux, voilà, il n'y a qu'une utilisation politique de ça, et on parle des chrétiens, mais on peut aussi parler par exemple des bouddhistes, hein, qui en Birmanie ne sont pas hyper sympas, et des hindouistes qui chez moi, en Inde, ne sont pas hyper cool non plus. Voilà, et sur un petit mot rapido sur la mobilisation des paysans, alors elle a fait vaciller le régime, oui, le gouvernement, oui et non. Le problème, c'est que cette mobilisation a duré plus d'1 an parce que le gouvernement Modi voulait mettre en œuvre des lois qui libéralisaient complètement le marché agricole. Alors que c'est un marché qui est très protégé, rapidement 50% de la main-d'œuvre indienne et seulement 35% du PIB, donc c'est un secteur qu'il faut protéger. Cette mobilisation, elle a duré 1 an, elle a été arrêtée en raison du Covid. Elle a fait vaciller le régime parce qu'en fait, c'est l'électorat de Modi qui s'est mobilisé. Donc en fait, on retombe un peu sur une aporie idéologique, parce que quand bien même ces gens sont quand même plutôt gagnés à l'hindouisme politique. Et pour l'anecdote, les mesures que Modi n'a pas réussi à faire passer au moment de ses réformes, qui en fait avaient vocation à servir les grands groupes industriels qui financent l'extrême droite indienne, elles vont revenir là grâce en fait au traité de libre-échange que l'Inde est en train de négocier à l'échelle internationale, et notamment avec l'Union européenne. Voilà, c'est tout pour moi. En ce qui concerne les États-Unis, 2 petites réponses. Premièrement, sur DSA. Donc, DSA, ce n'est pas un nouveau parti. Democrat Socialist of America a bien une 20aine d'années. C'est l'aile gauche du Parti démocrate. Et c'est là tout le problème. C'est-à-dire que c'est une organisation qui est indépendante, mais qui est chapeautée par le Parti démocrate. Et toute la question qui se pose à toutes les gauches du monde, c'est: peut-on porter une voix de gauche radicale dans un appareil institutionnel qui est par définition centriste, en sachant que le Parti démocrate est devenu essentiellement une machine à lever de fonds et de promotion tous les 4 ans d'un candidat pour les élections. Donc, je ne savais pas qu'il y avait spécialement des liens entre Jean-Luc Mélenchon et DSA. J'avais plutôt entendu le fait que l'équipe de Bernie Sanders n'avait pas accepté de rencontrer Jean-Luc Mélenchon et que, semble-t-il, il y avait des tensions. Je ne suis pas du tout au courant de quoi que ce soit derrière tout ça, mais je pense que l'idée selon laquelle il y a un espoir à gauche aux États-Unis
autour de DSA. DSA, c'est formidable. Ils ont fait Alexandria Ocasio-Cortez, ils font aujourd'hui Zoran Mamdani. Il y a un mouvement intellectuel autour de la revue Jacobin qui est extrêmement dynamique, et tout ce qui se fait à peu près d'intelligent et de dynamique sur les différentes coalitions de gauche passe généralement par DSA, mais ils sont toujours dans la grande maison qui est la maison hantée, qui est le Parti démocrate. Et la question est de savoir comment on peut la quitter. Je dirais peut-être par analogie que vous savez que Soldana et Jeremy Corbyn ont quitté le Labour en Grande-Bretagne pour créer véritablement un parti de gauche indépendant. Et que beaucoup au sein de la gauche américaine se posent la question d'un troisième parti qui serait un vrai parti de gauche. Autre question, la question de la religion et de l'évangélisme. Les évangéliques sont en effet un public... Allô? Là, c'est mieux comme ça? Pardon. Pardon, les évangéliques, disais-je. Les voix de Dieu sont impénétrables. Les évangéliques sont fondamentales parce que c'est en effet une catégorie de la population principalement blanche, traditionnaliste, sujette au fondamentalisme religieux. Pour autant, l'explication religieuse-culturelle sur le vote Trump ne m'a jamais convaincue. Je pense qu'il faut garder un fondement matérialiste, et par ailleurs, pour tout parti de gauche aux États-Unis comme ailleurs, la question, alors elle est très libérale, donc très bourgeoise, mais la question de la tolérance est quelque chose qui, à mon avis, est plus importante que la libre pensée ou l'antichristianisme. La question, par exemple, du fait qu'en France, les musulmans aiment être religieux et peuvent avoir le droit de pratiquer leur religion, je pense s'impose au fait de lutter contre toutes les religions comme un obscurantisme et un opium du peuple. Et tant en Inde qu'aux États-Unis qu'en Europe, tolérer que la religion compte pour certains, même si je suis athée, peut-être nous le sommes en majorité, mais l'idée de la tolérance pour ceux qui croient me semble un enjeu, même si bien sûr la question évidemment de l'instrumentalisation politique est importante. Mais dans la coalition de Trump aujourd'hui, dans cet écosystème intellectuello, think tank, capitalisto, médiatique, vous avez vraiment toute la panoplie de la pensée religieuse ou non religieuse. Beaucoup de catholiques. Ne sous-estimez pas le fait que vraiment la hiérarchie de l'appareil intellectuel autour de Donald Trump et de l'extrême droite américaine, ce sont des catholiques, plus des évangéliques, ce sont vraiment des catholiques. Et Jill Evans, le vice-président, est un converti au catholicisme, et que tous les cercles intellectuels les plus radicaux, ce qu'on appelle les post-libéraux autour du Claremont Institute, ce sont des catholiques. Et que par ailleurs, au plus loin dans la hiérarchie d'extrême droite, c'est-à-dire ceux qui sont limite fascisants, sont des espèces de Nietzschéens complètement anti-religieux, qui sont pour une espèce de pensée païenne, du surhomme, etc., qui font parfaitement affaire avec les bigots et les fous de Dieu. Donc en réalité, la valeur de la foi et de l'idée du rétablissement religieux, elle est très ponctuelle, elle est très pragmatique. Tout ce qui unit ces gens, c'est dans une espèce de vénération pour le chef, qui par ailleurs n'est pas du tout religieux lui-même. Donc à ne pas surestimer la dimension religieuse. Les fanatiques, par définition, sont prédéterminés à la pensée radicale. Donc je pense que voilà, il faut rester un peu matérialiste et surtout très politique. Parfait. Bon, je vais aussi donner quelques éléments, mais j'imagine que tu vas envoyer. J'ai juste oublié de parler de la dissolution de la jeune garde. La boulette. Quand même. Non, mais comme vous savez, voilà, on a été dissous par Bruno Retailleau. Bon, on peut voir ça comme une médaille, ça veut dire qu'on a bien fait notre travail. Voilà. Du coup, on a porté recours devant le Conseil d'État, et normalement, on devrait passer d'ici octobre-novembre. Voilà, devant le Conseil d'État. Donc évidemment, potentiellement, il y aura des mobilisations, il y aura des choses qu'on vous proposera. Donc restez branchés. On a aussi une table, alors pas de la jeune garde parce qu'officiellement on est dissous, mais de soutien à la jeune garde. Malin, hein. Du coup, sur laquelle
sur laquelle on vend des t-shirts, on vend des stickers, etc. Vous vous doutez que mes cotisations sont grosses, donc voilà, ça permet aussi de financer la lutte contre cette dissolution. Mais on a quand même besoin d'argent parce que ça coûte très cher une dissolution. On a des avocats à payer, etc. Donc n'hésitez pas à passer à notre table. Voilà, et aussi pour discuter évidemment politique, stratégie et ce qu'on va faire pour la suite. Je voulais aussi effectivement revenir sur le 10 septembre, parce que ta question en réalité, elle était vraiment intéressante. C'est vrai qu'on a souvent cette question qui se pose un peu dans nos débats, et d'ailleurs nous-mêmes sur l'antifascisme, on nous l'a souvent posé. Lorsqu'on a ramené la question par exemple de l'autodéfense, de se défendre face aux milices de l'extrême droite à Lyon qui étaient extrêmement violentes, etc., il y a des camarades, mais de bonne foi, qui avaient peur que ça excite encore plus les fascistes. Bon, je ne voyais pas trop ce qui pouvait plus les exciter, sachant que chaque manifestation, chaque rassemblement, chaque local, un tant soit peu progressiste, était systématiquement attaqué. Donc je ne voyais pas ce qu'on pouvait faire de plus mal. Mais c'est un peu cette idée qu'il faudrait des fois, et des fois à raison stratégique, des fois la question se pose de est-ce qu'il ne faut pas mieux la jouer un peu doux sur ce coup pour mieux enfoncer des clous après. Bon, il y a vraiment une question stratégique, mais en tout cas, surtout pas négliger le fait que les gens qui sont au pouvoir... en l'occurrence les capitalistes qui existent à travers des gouvernements politiques, là ici à travers le plan Bayrou, etc., de toute façon répondre à la question de la lutte des classes, ni plus ni moins. Et donc cette opposition de lutte des classes, de fait ils veulent avancer leur pion plus que jamais. Et que là on pourrait toujours se dire le plan il est tellement affreux qu'on a l'impression qu'ils ne nous considèrent pas. Mais si, ils nous considèrent, hein. N'oubliez jamais ça, hein. Là, ils nous sortent un plan affreux, c'est vrai, et ils anticipent le fait qu'ils risquent d'avoir des mobilisations, notamment par exemple le 10 septembre. Il risque d'y avoir des députés pas trop contents à l'Assemblée nationale qui viennent porter des censures, etc. Ils le savent, mais pourtant, bien se dire qu'ils iraient 2 fois plus fort s'il n'y avait pas ce rapport de force qui a été imposé par nous-mêmes. Enfin vraiment, ne jamais oublier ça, camarades. Si on était 2 fois plus faible qu'on ne l'est aujourd'hui, si on n'était pas en capacité de produire des 10 septembre, etc., des mobilisations populaires, comme il y a eu lors de la réforme des retraites, certes qu'on a perdu, il faut se l'avouer, il faut faire donc 2 fois plus fort pour obtenir des victoires aujourd'hui, mais n'empêche que s'il n'y avait pas tout ça, juste, ils iraient encore 2 fois plus fort, et le plan Bayrou serait encore 2 fois plus élevé. Donc surtout pas se dire qu'on fait peut-être trop avec ce 10 septembre. Moi je trouve qu'on ne fait jamais assez. C'est plutôt comme ça qu'il faut voir les choses. Après, par contre, ramenons de la lucidité, c'est pas pour jouer au plus radical du radical. Évidemment qu'il y a une question stratégique qui doit systématiquement nous interroger dans nos modes d'action, dans notre façon d'apparaître politiquement, etc. Et évidemment que cette question stratégique doit être centrale et qu'on ne fait pas tout et n'importe quoi. Et si on peut éviter de griller l'ensemble des militants et des militantes à finir en prison, que sais-je, ou à discréditer une partie de la lutte, etc., quand bien même elle serait bonne pour ce qu'on souhaite à la fin, etc., cette question stratégique doit systématiquement être opposée, mais ça n'empêche pas qu'on ne fait jamais assez et que notre objectif, à la fin, c'est quand même de renverser les capitalistes. Mais j'imagine que Jean-Christophe, tu vas remettre du lourd sur ces questions du 10 septembre. Mais juste avant, je voulais parler de l'antisémitisme. Parce que oui, tu as utilisé le terme négationniste. Mais je crois que ça a été utilisé, je ne sais pas si c'est David Hiro, Rima Hassan, Méméric Caron. Bon, je ne sais plus quel député a utilisé ça, mais évidemment que cette formulation est juste. C'est du négationnisme que nier le génocide en cours. C'est une évidence et je pense qu'il faut être... En fait, ce que tu disais à travers ce terme, mais ça peut être d'autres trucs, ne pas lâcher. Et c'est évidemment ce qu'il faut qu'on fasse. Je m'excuse par avance auprès des camarades qui m'ont déjà entendu en conférence, etc. Je sais qu'à chaque fois, je le dis notamment auprès des camarades d'Avignon, je pense qu'ils ont la tête comme ça à force de m'entendre. Cette question de l'antisémitisme, vraiment, je vous en supplie, ne lâchez jamais. Parce que c'est vrai qu'on s'y est repris, même nous, avec la jeune garde. On s'est fait en traiter d'antisémite comme tout le monde, etc. Des fois, il y a eu des agressions antisémites, par exemple, et on hésitait à en parler. On n'a pas fait de réunion pour dire qu'on hésitait à en parler, mais on sentait qu'il y avait moins ce réflexe de dénoncer, etc. Il y a une forme de malaise qui s'est installée, etc. Mais jamais, les amis. On ne va pas se faire prendre des leçons d'antiracisme par des racistes de la première heure, y compris par des antisémites de la première heure. Et ça, je le répète systématiquement, oui, de l'antisémitisme peut exister à travers toutes les organisations politiques, à travers tous les courants politiques, peu importe qu'ils soient, parce que l'antisémitisme, ce n'est pas l'émanation d'un parti politique, c'est des rapports de domination qui existent à travers l'ensemble de la société. Comme personne ici n'oserait dire que telle ou telle organisation politique est émancipée, par exemple, des luttes féministes. Personne n'oserait dire ça. Personne n'oserait dire dans telle organisation, c'est sûr, il n'y aura jamais de VSS. Personne n'oserait dire ça. C'est exactement la même chose sur l'antisémitisme. Oui, on doit se corriger systématiquement. Il peut arriver de faire des boulettes. Je peux faire des boulettes. N'importe quel dirigeant politique peut faire des boulettes. Par manque de formation politique, par manque d'information, par manque de sérieux, etc., etc. On doit se corriger entre nous. Par contre, commencer à baisser la tête, comme certains dirigeants politiques de gauche ont commencé à le faire,
face à, encore une fois, à des racistes de la première heure, face à des Bruno Retailleau, face à des Marine Le Pen, face à des CNews, etc., c'est juste abominable. Et c'est leur offrir un autoroute pour dérouler toutes leurs horreurs racistes derrière. Donc là-dessus, je vous en conjure, ne cédez jamais dans un repas de famille, que sais-je, au travail, quand on dit la France Insoumise, c'est des antisémites, etc., ne lâchez jamais. Voilà. Oui, alors rapidement, parce que je crois qu'il faut conclure, mais il y a eu des questions importantes. Sur la question de l'antisémitisme, il faut qu'on soit extrêmement clair entre nous par rapport à ce qu'a dit, évidemment, c'est notre combat historique, l'antiracisme, donc la lutte contre l'antisémitisme. Mais pourquoi est-ce qu'on est attaqué? Les Juifs n'ont rien à voir là-dedans. On est attaqué parce qu'on a osé remettre en cause le projet colonial d'Israël. C'est ça la question centrale. Il faut dégager tout de suite la question. Il faut que la peur change de camp. On n'a pas eu le temps de développer, mais pour ceux qui sont intéressés, je le développe notamment dans mon livre qui a été bouclé en février, là, sur la question du sionisme radical. Le sionisme radical, dans sa dynamique historique, conduit inéluctablement au fascisme. La question, ce n'est pas la négation du génocide qu'ils sont en train de faire. C'est la question des Palestiniens. Ils disent que les Palestiniens n'existent pas. Donc la question du génocide des Palestiniens n'existe pas. Là aussi, il faut renverser les choses et remettre les choses en place. C'est extrêmement important du point de vue de l'angle avec lequel on aborde les choses. Sur la question des évangéliques, je ne reviendrai pas sur la question des évangéliques américains, mais il y a un vrai problème dans un certain nombre de sociétés, dont la société américaine qui a laissé une place aux églises dans le champ politique, mais aussi dans les sociétés africaines, qui sont, il faut le dire, vérolées par les églises évangéliques. L'Amérique du Sud, moi j'ai fait un déplacement assez long au Brésil il y a 2-3 ans, aux côtés de Lula pour la dernière élection présidentielle, et on a pu mesurer le poids de l'église évangélique là-bas. C'est quand on laisse la possibilité aux églises, et notamment à l'église évangélique, qui en plus a une doctrine politique d'explication du monde à travers le protestantisme radical, comme quoi la réussite individuelle est une récompense divine et la pauvreté est une punition divine, il y a donc une justification du capitalisme et de l'exploitation capitaliste à travers le protestantisme radical dans le champ public et dans le champ radical, dans le champ social, qu'il faut prendre en compte. Le dernier élément par rapport au 10 septembre, là aussi, tu as eu raison de le dire. Il ne faut pas hésiter. Hein. Moi, j'étais un des premiers à être dans le mouvement des Gilets jaunes à Toulouse, etc. Et jusqu'au bout, hein, sur plusieurs mois, à faire toutes les mobilisations, etc. Il faut y être. Hein. Le peuple est pétri de contradictions. Oui, il va y avoir des gens d'extrême droite. Ah oui, il y a des gens d'extrême droite dans les Gilets jaunes. Bah oui, il y a 30% de fachos, ils sont bien quelque part, y compris dans la rue. Bon, le peuple ne sent pas le pâté, il faut y être. Moi, j'ai fait une manifestation à Toulouse, à côté de la Ligue du Sud, où ils commençaient à chanter Choananas, Dieudonné, etc. Et on a fini, avec le service d'ordre du PG de la France Insoumise, à chanter l'Internationale. Parce qu'on était là, mais on n'aurait pas été là, ils emportaient le morceau. Donc le 10 septembre, il faut être là. Et à quoi on s'attend? Et à quoi on s'attend le 10 septembre par rapport aux réactions? Mais je vais vous le dire, au pire. Je vais citer quelqu'un qui n'était pas un anarchiste, hein, Lénine. Il disait en dernier ressort, l'État, c'est une bande armée. Donc vous aurez la bourgeoisie en face de vous, comme au moment des Gilets jaunes, avec les LBD, avec la répression, avec les Robocop, etc. Et peut-être pire encore, parce que là, on va plus loin que les Gilets jaunes. C'est le blocage de la logistique, c'est le blocage des réseaux, c'est le blocage du capitalisme qui est posé. C'est ça la question qui est posée. Et dernier élément, puisque c'était quand même le thème du débat, est-ce qu'il y a une internationale fasciste? Je crois qu'on a une coordination de gens qui se disent « les ennemis de mes ennemis sont mes amis ». Voilà. Merci beaucoup. Je suis désolé, on ne va pas pouvoir prendre d'autres questions. Donc la conférence s'arrête ici. Merci pour les invités, voilà, toutes vos interventions. Et merci à tout le monde. Et à très bientôt dans la lutte. Voilà, on reste motivés, on va renverser tout ça.